Bonsoir à tout le monde. Ce soir, on va aborder un texte que vous avez devant vous. Je vous précise d'emblée, il s'agit d'un texte extrêmement difficile. Parce qu'on aborde un sujet compliqué. Il y a des aspects un peu plus simples, mais dans le fond, un sujet extrêmement compliqué. Je suppose qu'on vous a parlé dernière fois attaché à la tête. Vous êtes tous au courant que le sujet, c'est tradition et modernité. D'accord, c'est deux mots qui vont très très loin. Et on va essayer de préciser ça un petit peu et de rester dans un certain cadre, parce que le sujet est extrêmement étendu. Le texte que vous avez devant vous est un texte de Lévinas. J'espère que je n'ai pas besoin de présenter à tout le monde qui est Lévinas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce dont il s'agit? Top. Alors, une petite précision. Sachez qu'au XXe siècle, il y a eu à peu près 3 bouleversements sur le plan philosophique. 2 bouleversements avant la Deuxième Guerre mondiale et un 3e bouleversement après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a essentiellement 3 courants philosophiques qui sont nés. Les 3 personnes principales à la tête de chacun de ces mouvements sont les philosophes suivants. Le premier, c'est Husserl, le second, Heidegger, et le 3e, Lévinas. Et je précise, Husserl est un juif, était plus exactement d'origine juive, il est né en tant que juif, un juif de Tchécoslovaquie, qui enseignait philosophie, ou qui a désiré enseigner philosophie dans les universités allemandes, mais c'était impossible à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, si on n'était pas chrétien ou protestant. Conclusion, aucun problème pour un juif de ce goût-là, s'est converti au protestantisme, pour pouvoir être professeur. D'accord? Sa femme également, une juive, convertie au protestantisme. Il a créé un courant philosophique qui s'appelle la phénoménologie. Je ne rentrerai pas là-dedans, ce n'est pas notre sujet maintenant, c'est un sujet important en soi, mais c'est un sujet à part. Il a eu 2 élèves, un plus âgé que l'autre. Le premier, c'est Heidegger, un Allemand, un des 2 seuls recteurs de toute l'Allemagne qui a soutenu officiellement Hitler. Un personnage extrêmement capable sur le plan intellectuel. Il a provoqué une seconde révolution dans le monde philosophique qui s'appelle encore phénoménologie. Il était l'élève de Husserl, mais il a bifurqué et il a créé une nouvelle forme de phénoménologie beaucoup plus sophistiquée que celle de Husserl. Et maintenant, Lévinas est un juif qui est né en Lituanie, en très bas âge. Sa famille, un peu avant la révolution bolchevique, a quitté la Lituanie. Il est venu s'installer avec sa famille à Paris. Et il a grandi à Paris, il a été éduqué à Paris. Et ensuite, il est allé étudier dans les grands centres de philosophie. À l'époque, c'était en Allemagne. Et il commence à être assistant chez Husserl. Et là-bas, il a connu aussi Heidegger. D'accord? Donc, et Lévinas est le grand personnage du monde philosophique après la Seconde Guerre mondiale. Prenez même un personnage que vous connaissez tous, je suppose, c'est Sartre. Sartre, quand Sartre a voulu connaître tout le courant phénoménologique, il l'a fait par le biais d'ouvrages de Lévinas. Lévinas avait été étudié chez les 2 autres, et il avait écrit un ouvrage qui posait les jalons de la connaissance de cette phénoménologie, et Sartre a connu toute la phénoménologie par le biais de Lévinas. Mais Lévinas a une toute autre philosophie qui n'a rien à voir avec un autre courant qui en parallèle s'est développé surtout en France, qu'on appelle l'existentialisme, et c'est encore une autre chanson, c'est pas non plus notre sujet. La philosophie de Lévinas est très particulière, surtout celle qu'on entend après la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi? Il faut préciser ici un point important, qui est le suivant. Lévinas a été engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est tombé en captivité. Il a passé 4 ans en captivité chez les Allemands. Il n'a pas été assassiné, c'est un miracle, parce qu'avec un nom comme le sien, on l'identifie immédiatement en tant que juif. Et il est revenu, il a réchappé, il est revenu en France et il a connu une personne très très particulière qui s'appelle le Chacham Shoshani. Une énigme, le personnage une énigme. Ceux qui étaient là par le passé en ont entendu parler un peu. Pour les gens qui n'en ont pas entendu parler, il s'agit d'un personnage qui, jusqu'à l'heure actuelle, personne ne sait exactement qui il était. Il s'agit d'une personne, Lévinas revient après la guerre, il rencontre à Paris un Chacham qu'on appelle Chacham Shoshani. Un personnage qui connaît par cœur toutes les connaissances juives possibles et imaginables. Par cœur. Mais c'est pas seulement ça. Il domine toutes les cultures mondiales. Il parle plusieurs langues. À la fin de la Deuxième Guerre, le monde juif en Europe est démonté. Il ne reste rien. Les Juifs désespérés. Et il y a pas seulement désespérés sur le plan individuel, ils n'ont plus aucune foi dans ce qui relève de judaïsme, sous quelque forme que ce soit. Ce Chacham Shoshani est une des personnes qui va essayer de faire un effort pour essayer de relever tout cela. Et il commence à donner des cours à Paris, à des heures tout à fait indues. L'heure la plus précoce, c'est 1h du matin. Il met sur la table une tirelire. Chaque personne qui participe au cours doit payer. Et il leur dit la chose suivante, je vous préviens d'emblée, je ne touche pas à cet argent-là. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Il dit, je vais donner aux pauvres. Et dit, alors pourquoi vous encaissez de l'argent? Il dit, pour que vous appréciez le cours, parce que si vous ne payez pas, vous ne l'appréciez pas. J'ai un ami qui est un ancien professeur ici du Technion, un des plus grands physiciens au monde, qui est maintenant à la retraite, qui a été préparé par ce Chacham Shoshani à la bar mitzvah. Et il s'est aperçu très très vite, alors qu'il était enfant, que ce monsieur-là avait une mémoire phénoménale. Et un jour, il lui a dit, monsieur le rabbin, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez comme mémoire? Alors, parce qu'il s'est aperçu de la chose suivante, il connaissait, à l'heure actuelle, si vous devez calculer un logarithme, ce que vous faites, vous prenez un petit ordinateur de poche ou quelque chose comme ça, un calculateur, une calculatrice, et vous faites vous recherchez le logarithme en question. À notre époque, il y avait des tables de logarithmes imprimées. Il fallait chercher la feuille, dans la feuille, quelle était la valeur de chaque logarithme. Alors vous aviez avec 8, 10, 12 décimales après ça. Il s'est aperçu que le personnage regardait une feuille et il connaît tous les résultats par cœur. Alors il lui a dit un jour, vous avez une telle mémoire? Il lui dit, tu n'as encore rien vu. Et comment je peux voir que j'ai quelle mémoire vous avez? Il lui a dit, eh ben, c'est très simple, amène-moi un bottin de Paris. Tu me l'ouvres au hasard sur une page quelconque. Tu me donnes 1 minute pour lire la page, ensuite tu fermes et je te donnerai tous les numéros de téléphone à l'envers. C'est ce qu'il a fait. D'accord? Mais c'est encore rien. Pendant la Deuxième Guerre, il est arrêté par la Gestapo. Et la Gestapo, dans le cachot, lui dit, monsieur, vous allez être envoyé dans les camps parce que vous êtes juif. Il a dit, non, je ne suis pas du tout juif. Comment? Il dit, non, je ne suis pas juif. Comment vous affirmez que je suis juif? Il dit, vous avez fait la Brit Mila. Et il dit, oui, c'est vrai, mais je suis musulman. Je ne suis pas juif. Alors, ils ont décidé d'amener un mufti pour le vérifier. Et ils ont amené le mufti de Paris. Le mufti de Paris rentre dans la cellule. Il passe là-bas plus que 5 heures. Il sort à genoux, en reculant à genoux,
en arrière en demandant, exigeant de la Gestapo de libérer ce personnage sacré pour l'islam. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Vous voyez un petit peu le personnage. À la fin de la guerre, il monte donc ce petit cercle d'études. Vous savez qui participe à ce cercle-là? Lévinas, le Admor de Lubavitch, Manitou et d'autres personnes de cette envergure. Donc pas des simples petits jeunes. Il ne s'agit pas de mésestime pour vous, je parle par rapport aux personnages. Okay? Donc des grands personnages, et il leur a passé des cours, il leur a donné cours pendant quelques années, et un jour, sans tambour ni trompette, il disparaît. Lévinas était tellement attaché à ce personnage-là qu'il l'a cherché dans le monde entier. Le personnage, j'ai oublié de vous préciser, il n'a jamais étudié dans une école. Il vient de yeshivot du centre d'Europe, ou peut-être d'Europe orientale, personne ne sait exactement. Toujours est-il qu'après une dizaine de mois, Lévinas le retrouve à Rio de Janeiro, au Brésil. Okay? Et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il est maître de conférence en physique nucléaire à Brasilia. Il n'avait pas son baccalauréat 10 mois avant. Il a passé le baccalauréat, il a fait son doctorat en 6 ou 7 mois, et il est maître de conférence à Brasilia. Vous voyez un peu le phénomène? Il est décédé à Rio de Janeiro, un Shabbat, à Mincha, après Mincha, à la synagogue. Sans rien, comme ça, il a laissé son âme s'en aller sans aucune trace. On a cherché sur lui un papier ou quelque chose qui pouvait l'identifier. Tout le monde appelait le Chacham Shushani, sans savoir exactement qui il était. On a trouvé un petit papier dans lequel il y avait écrit « Si vous voulez savoir qui je suis, téléphonez à tel et tel numéro en Suisse. » Bon, ils attendent la fin de Shabbat. Après Shabbat, on téléphone à la personne en question en Suisse, et il y a une dame qui répond, et c'est la femme du personnage. On lui demande « Est-ce qu'on pourrait parler à votre mari ?» Et lui dit « Désolé, il est décédé hier. » Autrement dit, l'énigme restait intégrale. On ne sait pas qui est ce personnage, en tous les cas un phénomène qui a eu un impact énorme. C'est-à-dire, Lévinas, après avoir étudié chez Husserl, chez Heidegger, après avoir été leur assistant, a appris énormément de judaïsme chez ce Chacham Shushani et a mis à la disposition de tout le peuple juif ses connaissances philosophiques pour défendre le judaïsme. Il a écrit dans ce sens-là tout un ensemble d'articles. Une grande partie de ces articles ont été regroupés dans un livre que j'ai ici qui s'appelle Difficile Liberté. D'accord? Je suis obligé de préciser que Lévinas m'a donné à moi l'autorisation de traduire cet ouvrage-là. Et il y a déjà plus de 40 ans. J'ai réussi à publier quelques articles et on m'a empêché en Israël ici de publier tout le livre. Il a été retraduit et publié par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a été publié dans une maison d'édition très orientée sur le plan politique et sur le plan religieux. Il s'agit d'une maison d'édition très à gauche et très anti-religieuse. Elle appartient au journal, si vous savez qu'est-ce que c'est, le journal Haaretz. Okay? C'est le Monde israélien. C'est exactement son parallèle ici. Ils ont tout fait pour m'empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire de Lévinas à la fois un laïc et à la fois un gauchiste. Il n'était ni laïc ni le gauchiste. C'est pour ça qu'ils m'ont empêché de publier tous les articles, mais l'ouvrage a été traduit par moi il y a déjà 43 ans. Pas aujourd'hui. Eux, ils l'ont publié il y a à peine 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour vous signaler aussi quelques problèmes qui se soulèvent ici en Israël, que vous ne connaissez pas, ou que nous ne connaissions pas en fait, en diaspora. En tous les cas, au moins en France. Vous avez devant vous une partie d'un de ces articles qui s'appelle « Judaïsme étant présent ». C'est pour ça que j'ai choisi ce texte-là, puisque nous allons parler de tradition
et de modernité. Essayons de comprendre un petit peu quelle est la problématique d'abord. Commençons par le début. On ne va pas pouvoir tout étudier, c'est trop long, c'est trop compliqué. Regardez juste l'introduction, nous allons consumer la moitié du temps presque. Regardez ce que dit Lévinas au début de ce que je vous amène ici. Le judaïsme est une... non, pardon, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté, à la première page. Les Juifs, au lendemain de la libération, quand il dit la libération à la fin de la Deuxième Guerre, sont aux prises avec l'ange de la raison, qui les sollicita souvent, qui depuis 2 siècles ne les lâche plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à me dire comment il faut comprendre cette phrase-là? Qu'est-ce que vous comprenez d'une phrase pareille? Ou quelqu'un me propose quelque chose immédiatement, ou je réponds parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Bon, alors je vous explique tout de suite. Ce que Lévinas veut nous dire, c'est la chose suivante. Après la libération, on ne parle dans le monde entier que logique et rationalisme. Tout ce qui ne relève pas de rationalisme est repoussé des 2 mains. Immédiatement. D'accord? Essayez de faire comprendre à un juif maintenant qu'est-ce que c'est les notions de pureté et d'impureté. À quelqu'un qui vit dans un monde universitaire. Il lui dira, je suis désolé, ni avec rayon X, ni avec une chambre à bulles, on s'apercevra qu'est-ce que c'est pureté ou impureté. J'ai donné un exemple, on peut donner des tas d'autres exemples similaires. D'accord? Ce qui ne répond pas à des raisonnements qui relèvent de la rationalité ordinaire est repoussé de 2 mains. Alors imaginez quand on parle de religion, on a tout de suite ici une confrontation sérieuse. Et regardez comment, en relisant la phrase maintenant, les Juifs au lendemain de la libération sont aux prises avec l'ange de la raison. C'est une façon de parler, il y a surtout un esprit ici qui met en exergue les notions de raison, qui les sollicita souvent. Cette raison, cette phénoménologie n'a pas démarré après la Seconde Guerre, elle a démarré, vous savez quand? Après la Révolution française. À partir du moment où le monde juif s'est ouvert à tout le monde culturel de toutes les nations à la suite de la Révolution française, les Juifs se retrouvent à l'université et on parle ici rationalisme. Vous voulez, je vais vous donner un autre exemple, qui est justement de circonstance maintenant. Vous savez que dans le peuple juif, jusqu'à l'Akba romain, on marque certains minagim de deuil à cause de la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. D'accord? Les élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud à ce sujet-là? Ils sont morts par une plaie de diphtérie. D'accord? Ça s'appelle en hébreu askara, peu importe. Sans rentrer dans toute la signification, ok? Dites-moi, vous allez dire à quelqu'un, essayez d'expliquer à quelqu'un maintenant qu'il y a des élèves d'une yeshiva très particulière qui sont morts de diphtérie. Mais il va vous rigoler. Il va se moquer de vous. Vous savez pourquoi? Premier point, la diphtérie ne frappe pas des adultes, elle frappe que des enfants. Deuxième point, c'est une maladie virale ou microbienne, ça j'en sais rien, mais toujours est-il qui se répand. Vous connaissez des microbes qui savent attaquer uniquement les élèves de Rabbi Akiva, mais s'ils sont dans une haute yeshiva qui est un demi-mètre, alors ça ne touche pas à ça. Allez faire avaler ça à quelqu'un. Alors dans le meilleur des cas, il va dire, bon, les Chachamim nous ont dit ça, on accepte ça, alors c'est... Mais il va dire, c'est un miracle. Mais encore, il faut croire au miracle. Et comment vous allez répondre à ça? Et je ne parle pas de questions beaucoup plus sérieuses. Vous allez maintenant chez un juif quelconque, qui n'a pas été éduqué dans un cadre religieux, vous lui lisez la première page de la Torah. Sefer Bereshit, le monde est créé en 7 jours. Il dit, 7 jours, vous vous moquez de moi, ça ne marche pas. On parle de milliards d'années. On sait maintenant qu'est-ce que c'est un Big Bang. Ne nous parlez pas de 5700, combien? Allez, ça ne tient pas debout. Vous voyez tous les conflits ici en permanence. Et c'est ce que Lévinas appelle les conflits avec l'ange raison. Vous allez chez quelqu'un, vous essayez de parler judaïsme, il va vous répondre
avec des arguments qui relèvent de science ou d'analyse quelconque. Il ne laissera pas de place à quelque chose qui relève, qui transcende la notion de rationalité. D'accord? Regardez la suite de Lévinas. Malgré l'expérience hitlérienne et les déceptions de l'assimilation, la grande vocation de la vie résonne comme l'appel de la société universelle et homogène. Dites-moi, on revient sur un problème qu'on a abordé à plusieurs reprises. Vous essayez de dire, si vous dites à quelqu'un qu'il y a une différence entre un juif et un goy, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Deux réponses. D'abord, racisme, il va nous accuser de racisme. La deuxième réponse, même s'il ne nous accuse pas de racisme, je vais dire la chose suivante. Explique-moi en quoi un juif et un goy sont différents. Essayez d'expliquer au technion qu'il y a une différence entre un ingénieur juif et un ingénieur chinois. La direction du technion est incapable de comprendre. Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Il y a quelqu'un qui veut répondre? Vous êtes d'accord peut-être qu'il n'y a pas de différence? Je ne sais rien, j'espère que non. Mais comment la montrer? Comment la mettre en évidence, une différence? Quelle que soit-elle. Comment mettre en évidence une différence? Sur quel plan c'est une différence? Pardon? Sur quel plan il y a une différence? Vous voyez, donc vous avez une question. Votre question est, est-ce qu'il n'y a pas de différence? Non, ma question c'est, vous la définissez comment la différence? Sur quel plan? Alors, je vais vous répondre de deux façons. Il y a beaucoup d'autres réponses à donner, okay? Beaucoup d'autres réponses à donner, mais je vous donnerai, j'en choisis deux. D'accord? La première, c'est quelque chose de très pragmatique, extrêmement pragmatique. On se retrouve ici depuis 70 ans maintenant. D'accord? Israël est à la pointe de toutes les technologies et de la science aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Comment, en 70 ans, on boucle un trou de plus de 2000 ans? Vous connaissez un autre endroit? Non, je suis d'accord avec vous, mais... Vous êtes d'accord qu'il y a donc une différence? Je suis d'accord avec Le Technion est un petit trou il y a quelques années. Maintenant, c'est un institut reconnu dans le monde entier parmi les meilleures universités. D'accord? En très peu de temps. Il y a donc une différence qui provient de je ne sais quoi maintenant. Je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas préciser, mettre le doigt dessus. Je veux devoir marquer la différence. Maintenant, je vais vous donner une deuxième chose, peut-être un peu plus pointue, différent, mais qui appartient au même ordre. En 82, nous étions à la guerre du Liban, la première guerre du Liban. J'étais déjà le rabbin du Technion. La guerre a éclaté samedi après-midi. D'accord? Dimanche, je devais faire un mariage. Je devais marier le président de Kishre Chutz du Technion, qui était un étudiant à moi, à l'époque. Pas un étudiant en Torah, un étudiant en maths. C'était un étudiant à moi. J'ai dû décommander évidemment ce mariage parce que dimanche à la première heure, on a été enrôlés. Dans l'armée à l'époque, je servais comme infirmier de première ligne. Et en tant qu'infirmier, le corps médical de Tzahal vous place une fois avec une unité, une fois avec une autre unité, là où on a besoin de quelqu'un. Je me suis retrouvé avec une unité anti-aérienne, de fusées anti-aériennes qui protégeaient Israël et qui protégeaient l'aviation israélienne. Et ça s'appelait, à l'époque, les fusées en question s'appelaient les Super Hawk. C'est l'ancêtre de ce qu'on appelle le Patriote, maintenant. Il y avait une partie de notre unité au sud du Liban, une autre partie à Beyrouth. À l'époque, les Arabes disposaient uniquement d'avions qui s'appelaient le MiG-19. Israël a fait tomber tous ces MiG assez facilement. Quand les Russes ont vu qu'Israël avait le dessus, ils ont envoyé des escadrilles de MiG-21 qui venaient à peine de sortir. Mais le MiG-21, on ne peut pas l'atteindre
avec le super-rock. Impossible. Il s'agit ici d'une donnée scientifique claire et nette. Un super-rock ne peut pas atteindre le MiG-21, il n'est pas assez doué. Le vice-commandant de l'unité où je servais est un professeur d'aéronautique du Technion ici. Je ne sais pas s'il enseigne encore ou s'il est à la retraite. Il y a quelqu'un qui a étudié ici à l'aéronautique? Il n'y a personne? Le professeur Dourban, il est encore là-bas, tu sais qui c'est? Peu importe, c'est son nom. Professeur Dourban, il était le vice-commandant de l'unité. Quand il a vu que le MiG-21 arrive et il mettait en danger l'armée israélienne, il a pris un simple technicien d'électricité et il a commencé à farfouiller dans le super-rock, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, et ils ont touché le MiG-21. Allez expliquer ça. Les Américains vous diront c'est impossible. Et effectivement, scientifiquement, c'est impossible. Le MiG-21 a été touché. Il y a des choses ici qui ne répondent pas toujours à la rationalité humaine. Et il y a trop, ou il y a beaucoup, pas trop. Il y a beaucoup de choses qui ne répondent pas à la rationalité. Vous voulez savoir les différences? Ce n'est pas au niveau d'une discussion entre personnes ou d'une simple comparaison. Il faut avoir un regard très général. J'ai une question. Oui. C'est par rapport au peuple en lui-même, au peuple juif en lui-même, ou c'est parce qu'on sait qu'il y a un Dieu derrière qui nous soutient dans tout ce qu'on fait? Est-ce que la personne... Pourquoi vous faites une distinction? C'est exactement la réponse. Le juif, il a les deux dimensions, parce qu'il est différent, et il est différent parce qu'il sait qu'il a derrière lui quelque chose de différent. Il est prêt à réaliser des choses que personne d'autre ne réalisera. C'est pour vous qui êtes ici au Technion, comment on appelle Kippat Barzel en... Dôme de fer a été construit grâce à des budgets américains. Israël n'avait pas les moyens de construire le dôme de fer. Vous voyez que ça ne répond pas à la rationalité. Il n'y a aucune raison. Je parle depuis tout à l'heure. On va essayer autre chose. On va le mettre ici, tranquillement. Peut-être s'il ne bouge pas, il va servir à quelque chose. Archav, le dôme de fer a été présenté aux États-Unis avant qu'ils donnent leur budget. Les Américains ont dit impossible, ça ne marchera pas, ça ne peut pas réussir. Ça marche. D'accord? Autrement dit, l'impossible devient possible ici. Pas toujours, mais souvent. Parce que c'est ça le peuple juif. Il est conscient que quand il y a des objectifs importants, il n'y a rien qui va l'arrêter. Alors, il ne réussira pas dans tout, mais dans beaucoup de choses, il réussira. C'est-à-dire, dites-moi, il y a 75 ans, 72, 73 ans, on croyait qu'il y avait un espoir quelconque. On croyait que c'était la fin. Il y a de cela 6-7 ans, la Wehrmacht, l'armée allemande, a invité l'armée de l'air israélienne à un exercice commun, un en face de l'autre. Mais c'est un... Il y a un exercice commun. Évidemment, il y a un simili-tir. Okay? Tous les avions allemands ont été touchés, aucun avion israélien. Vous vous rendez compte de la vengeance du peuple juif? C'est eux qui ont cru nous effacer il y a 75 ans. Tout est renversé, à l'encontre de toute logique, contre tout désespoir. Mais c'est un... Alors revenons maintenant au texte de Lévinas. Regardez ce que nous dit Lévinas, la chose suivante. On a ici justement ce problème, comment affronter toutes ces notions qui sont problématiques et qui nous posent des questions à nous. Est-ce que, revenons à un des sujets que j'ai précisé, un des points que j'ai précisé, prenez justement cette affaire
justement de confrontation entre la présentation de la création telle qu'elle est dans la Torah et la présentation scientifique de la création. Comment vous répondez à quelqu'un? Le juif est désemparé quand il se retrouve en face de cette question. Le juif croyant, religieux, il ne sait pas comment répondre. Alors d'un côté, il y a un fort intérieur qui lui dit ce qu'il a entre les mains, c'est la vérité, mais il n'arrive plus à la maintenir en face de tout ce que le monde scientifique et intellectuel moderne lui présente. Regardez comment Lévinas écrit ça. Il ne s'agit pas de décider si le modernisme de la vie actuelle est compatible avec le respect du Shabbat et l'alimentation rituelle, ou s'il faut alléger le joug de la loi. Ces questions importantes se posent aux hommes déjà décidés au judaïsme. Ça, c'est quelqu'un qui tient à être attaché au judaïsme, qui se pose la question, attendez, je vais rester orthodoxe ou bien je vais changer quelque chose? Ils choisissent entre l'orthodoxie et la réforme selon les idées qu'ils se font de la rigueur, du courage et du devoir. Les uns ne sont pas nécessairement hypocrites, les autres ne suivent pas toujours les facilités. C'est une querelle domestique, à la maison, à l'intérieur du peuple. Or, la conscience juive n'en est plus là. Comme une maison sans mezouza, faites bien attention à la comparaison, la voilà, espace abstrait que traversent les idées et les espoirs du monde, rien ne les arrête, car rien ne les accueille. Le repli même de l'intériorité se défait sous leur poussée irrésistible. Le judaïsme de la diaspora n'a plus de dedans. Écoutez bien ce qu'écrit Lévinas. Qu'est-ce que ça veut dire, le judaïsme de diaspora n'a plus de dedans? Il n'a plus de force intérieure pour s'opposer à ce qu'on lui présente. Il ne sait plus affronter tous les problèmes du monde moderne. Regardez le paragraphe qui suit. Car la raison dont rayonne l'ange, le séducteur, libère de tous les particularismes. Et là, on arrive déjà à un premier point. Pourquoi les gens se laissent happer par toute une culture moderne? Parce que la culture moderne, premier point, elle abat tout particularisme. Vous ne pouvez plus dire à quelqu'un, ça fait partie d'un certain monde, et cette nation fait partie d'un autre monde. Ici, c'est une culture, là, c'est une autre culture. C'en est fini de tout ça maintenant. Comment donc expliquer à quelqu'un une spécificité juive? On va partout vers l'homogénéisation de tout ce qui se passe. Un citoyen américain, un citoyen français, anglais, allemand, ce que vous voulez, il vit dans le même monde moderne, les mêmes instruments, la même technologie, les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Essayez de lui expliquer quelque chose de juif particulier. Expliquer aux juifs quelque chose de particulier. Il a des difficultés énormes. Un rêve plus grand, un rêve viril ne s'accomplit pas ainsi. À l'optimisme à bon compte du XIXe siècle sans prise sur le réel, à l'idéalisme des isolés et des inefficaces, se substitue une transformation de l'être. L'être humain est changé complètement. Je vais vous donner un petit exemple qui nous concerne à nous en tant que juifs. Qu'est-ce qu'a fait un juif chaque fois qu'il avait un problème par le passé? Il a été prié. Vous êtes d'accord? On a tous prié. Quand un juif il a maintenant un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est médical, il va chez le médecin. Si c'est technique, technologique, il va chez l'ingénieur. Si c'est psychologique, il ne va plus chez le rabbin, il va chez un psychologue. Vous êtes d'accord? Et s'il veut comprendre un petit peu la vie, qui va écouter? Un philosophe. Plus rien de juif. C'est ce que dit Lévinas. Pourquoi? Parce que c'est le monde moderne. Nous sommes dans un monde occidental où il y a nivellement de tout. Et pourquoi? Pourquoi il y a nivellement de tout? Parce que dans le monde occidental, on aborde tout en fonction d'une analyse du monde matériel. Quand vous voulez, quand un médecin, je prends justement le cas du médecin, quand un médecin doit affronter une certaine maladie, qu'est-ce qu'il regarde? Quelles sont les phénoménologies?
physiologiques qui se passent. Est-ce qu'il se posera la question, est-ce qu'il y a des raisons métaphysiques ou autres? Ce n'est pas son domaine. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il a dû même traverser des difficultés énormes pour comprendre que la psychologie du malade a une importance, a un rôle important et énorme, même sur le rétablissement du malade. En parallèle, évidemment, à la solution médicale. Mais ce n'est pas son problème, il ne touche pas à ça. On ne parle maintenant, dites-moi, je vais être un peu provocateur ici, qu'est-ce qu'il a fait le chef du gouvernement israélien quand son petit chien il est mort? Il est mort son chien il y a 10 jours. Ils n'ont pas fait Ashkava, mais ils lui ont fait une pierre tombale. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il n'y a même plus de différence entre un chien et un homme. À tous les deux, on fait une pierre tombale. Je ne sais pas s'ils allument des veilleuses dessus ou pas. Mais en tous les cas, une pierre tombale a été faite. Vous vous rendez compte que même entre l'être humain et l'animal, toutes les frontières ont été abattues. Et vous voulez savoir jusqu'où ça va? Je parlais à une personne qui est directrice d'un lycée de filles religieuses. Ils se sont mis à parler quels sont les problèmes pour lesquels on peut profaner le Shabbat. Alors évidemment, si quelqu'un est en danger, la directrice pose la question aux enfants, qu'est-ce que vous faites? Il y a une élève, qui pose la question à la directrice, et si c'est mon chien qui est en danger, qu'est-ce que je fais? Pour un chien, on ne profane pas le Shabbat. Comment? C'est pas possible. S'il arrive quoi que ce soit, il doit téléphoner au vétérinaire. Dans une école religieuse aujourd'hui, ça s'est passé il y a 15 jours. Vous voyez dans quel monde nous vivons maintenant? Parce que toutes les différenciations ont été abattues par la culture occidentale moderne. Regardez, comme on n'a pas beaucoup de temps, tournez la page s'il vous plaît. On va toucher à 2 ou 3 phrases qui sont la réponse de Lévinas. Qu'est-ce que doit faire un juif? Avant qu'on lise cette phrase, je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dans le monde moderne vit et voit chez autrui un certain comportement? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il adopte le même comportement. L'être humain, maintenant, il a des difficultés à ne pas se laisser absorber par une société ou par un courant de pensée. S'il y a un courant qui est en vogue, il rentre dedans. Il a perdu la capacité de critiquer, ou de critiquer pas forcément avec une connotation péjorative, okay? Mais d'avoir une attitude critique, c'est peut-être le terme plus adéquat, une attitude critique vis-à-vis de certains comportements. Dans cette salle-là, j'ai donné pendant des dizaines d'années cours de pensée juive aux étudiants du Ternion. Ça faisait partie de leurs études. D'accord? C'est tous les étudiants. La grande masse étaient des étudiants qui ne savaient pas grand-chose en judaïsme, parce que les autres venaient écouter les cours en synagogue. Et je leur posais la question suivante. Très souvent, j'ai posé la question suivante. Je lui dis, imaginez que cette table m'appartienne personnellement, et que j'ai dans les mains un marteau. Okay? La table ne me plaît pas, je prends le marteau et je casse ça. Il y a un problème à ça? Ils ont tous évidemment répondu non. C'est ma table, c'est mon marteau, j'ai le droit de faire ce que je veux. Okay? Maintenant, deuxième question, je leur posais la deuxième question. Vous êtes vous, à côté de moi, je prenais une personne, et j'ai un marteau ici, et je vous tape dessus, je vous casse le crâne. C'est possible ou non? Ah non, c'est un crime. Je lui dis, mais excusez-moi, pourquoi c'est un crime? Ici, c'est un ensemble d'électrons, et votre tête aussi. Ils sont peut-être un peu disposés différemment. C'est les mêmes électrons, les mêmes neutrons. Pourquoi ici, je peux frapper, et là-bas, je ne peux pas? Évidemment, chacun... Naturellement, comprenez que ce n'est pas du tout similaire, mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante.
Je leur disais, expliquez-moi pourquoi il y a une différence. D'après votre conception, il n'y a pas de différence. Ça, c'est un sac d'électrons et de neutrons, de particules élémentaires, et vous, vous êtes un autre sac. Quelle différence? Aucun personnage n'est à même de répondre. Pendant 33 ans, j'ai posé la question, pas une personne n'a répondu. Vous voyez où c'est qu'on en est? Maintenant, dites-moi pourquoi ils ne savaient pas répondre. Comment vous allez répondre vous-même à une question pareille? C'est un être vivant. Pardon? C'est un être vivant. Mais ça reste le même sac de particules. Pardon? Celui qui n'y croit pas, qu'est-ce que vous faites? Il s'agit de personnes qui n'y croyaient, qui ne savent pas ce que c'est. Je ne dis pas qu'ils n'y croyaient pas, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais ça, vous utilisez des arguments religieux. C'est acceptable par quelqu'un qui accepte ça. Comment vous allez faire passer un message pareil à quelqu'un qui a reçu une culture occidentale, scientifique, moderne, où il n'y a rien de métaphysique? Alors je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Justement, c'est ça. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? J'ai pas entendu, Simone. Il dit qu'il n'y a pas de propriété sur l'être humain. La table, elle vous appartient. Vous êtes en droit de la casser si vous voulez. Comment c'est à lui? Il y a toutes les secondes des électrons qui s'enfuient. Il y a des électrons qui s'enfuient de son corps en permanence. Comme de ça aussi. Alors écoutez, je vais vous répondre. C'est pas comme ça qu'on répond. Justement, vas-y. Shimon, j'ai pas entendu. Non, une table est sur l'enfer à l'homme. Alors que l'homme peut avoir une action sur la table, mais pas la table vers l'homme. C'est pas la peine d'aller dans ce sens-là. Ça va... Non, non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Non, il ne s'agit pas d'une critique. Ne prends pas ça comme une critique. J'essaye de vous donner des clés ou des moyens d'aborder ça normalement en tant que juif. Qu'est-ce qui fait que j'ai présenté à ces étudiants-là deux choses, en forçant la dose évidemment, mais je les ai présentées de façon similaire. Mais tout simplement, j'ai décomposé chacun en éléments microscopiques. D'accord? Mais c'est une fausse analyse du problème. C'est pas comme ça qu'on aborde quelque chose, c'est pas sur la base des composants microscopiques qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est quelque chose. C'est l'inverse, c'est par une vue synthétique et globale. Alors quand on regarde ça de façon synthétique, on s'aperçoit qu'un c'est un homme et un autre un objet mort. Alors c'est vrai que ça c'est composé des mêmes particules élémentaires, mais ça n'a rien à voir. Ce qui signifie que l'ordre des particules élémentaires change tout. Et or, le monde occidental, il met l'accent justement sur la composition élémentaire, parce que tout son processus intellectuel, c'est un processus d'analyse. Et vous savez qu'est-ce que c'est un processus d'analyse? Couper en petits morceaux les problèmes. Je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Comment vous construisez une équation en maths quelconque ou en physique, en mécanique, peu importe? Vous êtes d'accord qu'on fait ça? On prend deux mesures à 2 points, il y a un delta x, à 2 instants différents, un delta t, d'accord? Et ensuite, on fait tendre le delta t vers 0, et puis on arrive à ce qu'on arrive. C'est-à-dire, sans rentrer dans trop de détails. Mais qu'est-ce que c'est ça? On a procédé à 2 mesures, à 2 instants différents, avec ici T0 et T1, mais 2 points assez proches. Est-ce qu'on a une vue continue du phénomène? Non. On n'a pas de vue continue. On a une vue ponctuelle. Et pour avoir une vue ponctuelle, il faut arrêter le phénomène à un instant précis. Donc on coupe les choses en petits morceaux et ensuite on essaye d'avoir quelque chose de plus continu. Mais comprenez bien, ces 2 abstractions qui sont
problématique sur le plan philosophique et théologique. Comment, sur la base de ça, une analyse à des points discrets, de façon très discrète, je vais décider le continu? C'est faux. Et là, cette notion de passer à tendre vers zéro, j'en passe et des meilleurs. C'est une abstraction. Et le monde occidental, toute sa façon d'aborder les problèmes, c'est toujours les analyser par petits morceaux. Mais donc il voit quelque chose, donc de morceler toujours. Il voit toujours le morceler. Jamais c'est une analyse synthétique. Parce qu'il ne peut pas. Il n'arrive pas. Et il n'arrive pas pour une raison très simple. Je vais vous préciser un point. Dans mon doctorat, je me suis occupé de certaines équations extrêmement importantes en mécanique des fluides et autres, et en aéronautique et autres. Des équations essentielles concernant des missiles, concernant comment on appelle ça, des plasmas et autres. Okay? Mais c'est des équations tellement compliquées qu'il n'y a personne qui sait les résoudre. Elles sont impossibles à résoudre. Chaque équation, dans le meilleur cas, aborder d'une certaine façon la solution, c'est de faire un doctorat. Vous vous rendez compte, pour chaque équation, un nouveau doctorat? Et c'est le cas. Parce que les équations véritables que l'existence nous donne, elles sont extrêmement compliquées. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'ingénieur, le scientifique ou autre pour essayer d'obtenir une certaine solution? C'est de faire des tas d'approximations. Autrement dit, de déformer la réalité. Et tout ça pourquoi? Parce que notre façon d'analyser dans le monde universitaire ne peut être que très discrète. Discrète au sens mathématique du terme. Elle est discrète, ponctuelle. On ne peut pas analyser, on ne sait pas analyser des problèmes dans toute leur globalité. Impossible. D'accord? Alors regardez ce que dit Lévinas maintenant. Il nous dit quelque chose d'extrêmement important, et là, c'est avec ça qu'on va pouvoir terminer. Parce que vous voyez que j'étais très optimiste. Vous voyez quand je suis optimiste, vous amenez tout ça, là, on a à peine de vie. Regardez ce que dit Lévinas, tournez la page s'il vous plaît, à la première colonne. Le judaïsme est une non-coïncidence avec son temps, dans la coïncidence. Une phrase remarquable et brillante. Un juif véritable, c'est un juif qui n'accepte pas de se laisser embarquer systématiquement par la nouvelle époque qui se présente, mais qui accepte en parallèle de s'y mêler, de faire partie de la mêlée. C'est-à-dire, il rentre dans tout ce qui se passe, dans l'actualité, dans la modernité, en gardant une distance et un recul. On est dedans sans être englouti. On ne perd jamais la faculté d'avoir une position critique. Donc le juif est quelqu'un qui accompagne l'histoire, il rentre dans l'histoire, mais il ne se laisse pas emporter par l'histoire. S'il lui semble que l'histoire bifurque dans un sens qui n'est pas celui qu'il veut, il dira non, je ne marche pas. Et c'est ça la véritable judaïté. C'est pas le fait de dire je reste enfermé dans un monde archaïque qui appartient à un passé disparu ou pas, ni aller avec le courant sans hésiter. C'est une position intermédiaire toujours. On ne repousse pas tout ce qu'il y a de nouveau, mais on ne se laisse pas embrigader par ce qu'il y a de nouveau. On coïncide avec on ne coïncide pas et on coïncide en même temps. C'est comme ça que le juif peut canaliser l'histoire, canaliser l'existence et ne pas être assujetti à cette existence. Regardez encore une petite, au sens radical du terme, un anachronisme, la simultanéité d'une jeunesse attentive au réel et impatiente de le changer, et d'une vieillesse ayant tout vu. Permettez-moi de traduire ça en termes peut-être un peu plus juifs pour nous. Il ne s'agit pas d'une critique de Lévinas, on parle. On vient avec un passé, c'est ce que Lévinas appelle une vieillesse, on vit avec un passé, et on est dans un monde moderne. Vous êtes là ici en tant que jeune, venir écouter un cours de Torah, okay, ou un cours de judaïsme, peu importe,
vous êtes en train d'écouter un judaïsme alors que vous êtes dans une université de pointe. Autrement dit, vous êtes ici à la conjonction de deux orientations et de deux attachements. On est capable de vivre tout le monde moderne sans perdre de vue une identité antérieure. Et donc, en conséquence, dans ce monde moderne, il y a énormément de choses qu'on acceptera, qu'on développera, et il y a des choses auxquelles on dira non. Là-bas, on ne mange pas. C'est pas pour nous. Et ça, c'est une position qui n'est pas simple, mais c'est la position du juif. De tout temps. Ne croyez pas que c'est pas ce qui s'est passé à tous les affrontements, et c'est un jour, si vous êtes d'accord, on parlera de ça. Cette confrontation que nous vivons maintenant, peut-être à un certain paroxysme, on l'a vécu déjà par le passé, de nombreuses fois. Une des fois principales, c'est quand on a rencontré toute la civilisation grecque. Elle s'est amenée ici avec toute sa philosophie, et nous, on était avec un monde tout à fait religieux qui va à l'encontre de ça. Eux, ils parlaient philosophie et peut-être science, et nous, on parlait prophétie. Ça ne pouvait pas ne pas s'accrocher. Le conflit était inévitable. Quand le monde romain est arrivé, la même chose. Différemment, mais la même chose. Maintenant, nous vivons une prolongation de tout ça, mais qui est beaucoup plus compliquée, parce que le monde devient de plus en plus compliqué, devient de plus en plus riche, devient de plus en plus exigeant, et il emporte plus facilement tout le monde. Surtout avec tous les moyens de communication de maintenant. Okay? Vous avez des gens qui sont incapables de se séparer de ce terroriste-là. Il ne peut pas vivre 2 secondes sans ça. Vous savez qu'est-ce que ça provoque? Regardez, le personnage ne réfléchit plus. Il recherche une information, il la recherche là. Par le passé, quand quelqu'un essayait de comprendre l'existence, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de faire marcher son cervelle. Maintenant, il essaye de ramasser des informations par le biais de ça ou d'un écran d'ordinateur, peu importe. Et la réflexion humaine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Effacée, quasiment effacée. Donc l'être humain ne réfléchit plus par lui-même, il réfléchit par le biais de réflexions de gens qui lui présentent des données à l'extérieur. Vous voyez comment quelqu'un peut être emporté comme un fétu de paille aujourd'hui. Quelqu'un de croyant, de profondément croyant, il dit, excusez-moi, ça c'est un objet qui peut servir pour des objectifs extrêmement importants, okay, qui amènera beaucoup de profit au sens positif de ce terme-là, mais ce n'est pas lui qui va dicter ma vie. On a une vie qui est dictée par un autre monde, un autre système de valeurs qui a affronté toutes les cultures de l'histoire humaine. N'oubliez pas ça. C'est ça? Alors je crois qu'on a juste commencé à aborder le sujet, il faudra le poursuivre à une autre occasion. Si vous avez des questions, je vous demande juste de garder cette phrase, de garder en mémoire cette phrase de Lévinas, la première phrase ici. Elle est fondamentale pour toute la vie d'un juif. Le judaïsme, c'est une non-coïncidence avec son temps dans la coïncidence. On est dedans, pas dedans. On est dedans sans se laisser emporter. C'est ça qui doit être notre position. Et dans ce sens-là, dès que dans la vie vous rencontrez quelque chose de nouveau, réfléchissez avant de sauter dessus. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas le coup? Et en fonction de quoi on réfléchira? En fonction de toute notre croyance, de toute notre Torah, de toutes nos valeurs. On n'est pas des gens soumis au monde, on est des gens soumettant le monde. C'est pas facile, c'est pas trivial, c'est possible.